Bonjour à tous. Merci d'être là pour ce débat qui nous touche tous, y compris moi, j'ai envie de dire, puisque dans la presse, on suit ça évidemment de très près et quasiment au quotidien, cette histoire de fake news. J'étais hier dans un débat ailleurs, pas ici, avec une personne qu'on peut qualifier même de complotiste. Et donc je vois toute la difficulté qu'on peut avoir à trouver des arguments, notamment rationnels. Et c'est de cela, sans doute, dont on va discuter. Non seulement, je pense qu'on va parler, bien sûr, des fake news, mais je pense que c'est établi qu'il y en a depuis maintenant quelques années un flot immense de fake news. Donc l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de s'interroger sur la régulation, sur aussi l'information demain. L'information, comment elle va arriver. L'information par les plateformes qu'on connaît, les plateformes de demain. Et c'est tout ça dont on va parler avec nos invités. Juste une petite chose, en début d'année, il y a tous les mois de janvier, le journal La Croix publie son baromètre de confiance dans les médias. Alors, le baromètre dernier, qui est sorti en janvier dernier, on attendra le suivant, montrait des choses évidemment pas très bonnes pour les médias. Et ça, je dirais malheureusement, on a l'habitude, c'est-à-dire un manque de confiance dans les médias. On voyait quand même une légère amélioration l'an dernier. Et ce qu'on constatait dans tous les médias, je vais vous redonner les chiffres, c'est que, de manière générale, c'est la radio qui s'en sort le mieux avec 52% de confiance dans les médias, si on peut dire 48% pour les journaux, pour la presse écrite, 42% pour la télé et 28% pour Internet. Sachant que Internet, ça veut à la fois tout dire et rien dire, tout dépend de ce qu'on va regarder à travers Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc pour parler de ces sujets, on accueille Pierre-Henri Tavoileau. Vous êtes philosophe, professeur à la Sorbonne, président du Collège de philosophie. Vous avez publié plusieurs ouvrages, notamment Comment gouverner un peuple roi. Ça, c'était, je crois, en 2019. Et c'était chez Odile Jacob. Et puis en 2020, vous avez publié La morale de cette histoire, un guide éthique pour temps incertain. Et ça, c'est chez Michel Lafon. Gérald Bronner, vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris Diderot. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur les croyances collectives. Je cite en particulier le dernier, Apocalypse cognitive, pour lequel d'ailleurs vous avez reçu le prix aujourd'hui, qui a été publié au PUF, aux Presses universitaires de France, et dans lesquels vous nous dites, si on peut, je vous conseille la lecture de ce livre qui est absolument passionnant, et vous nous dites comment le déferlement d'informations capte en fait notre attention, peut-être beaucoup trop d'ailleurs, et vous parlez même d'une menace civilisationnelle. Alors, vous êtes à la tête depuis maintenant 2 mois ou 3 mois d'une commission, la commission qu'on surnomme la commission Bronner, anticomplotisme, dont vous allez remettre vos propositions en tout début d'année prochaine, et et vous allez nous expliquer. Alors vous écrivez aussi des chroniques dans différents journaux et vous intéressez notamment aux plateformes et tout ce qui peut se passer sur les plateformes. Olivier Babot, qu'on connaît bien dans cette salle. Olivier Babot, vous êtes donc le président et fondateur de l'Institut Sapiens, donc ce laboratoire d'idées indépendant qui réfléchit aux bouleversements provoqués par les nouvelles technologies à la fois dans l'économie et la société. Vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux. Vous avez été la plume de Premier ministre, candidat à l'élection présidentielle. Je ne sais pas si ça sera le cas cette année. Vous nous direz peut-être. Et vous avez publié, vous aussi, plusieurs ouvrages. Je cite Le nouveau désordre numérique. Ça, c'est en 2020. Et L'éloge de l'hypocrisie, c'était en 2018 et c'était aux éditions du CERF. Je vais commencer avec vous, Pierre-Henri Tavoileau. Je voudrais que vous nous expliquiez, je crois que c'est Gérald Bronner qui parle de supermarché de l'information. Moi, je crois qu'on peut même parler d'un grand bazar de l'information. Et aujourd'hui, pour en fait le citoyen, comment on peut s'y retrouver dans ce grand bazar qui a pris la place peut-être de ce qu'on appelait auparavant la place publique, justement. Je pense que alors c'est une immense question, mais
on est dans un monde, enfin, vous voyez, tous les sujets que ces magnifiques rencontres de l'avenir abordent, et qu'on a écouté tous avec passion et grand intérêt, tous ces sujets nous concernent directement comme citoyens, et sont en même temps d'une complexité absolument invraisemblable. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour se forger une vision du monde par rapport à toutes ces thématiques, la santé, la longévité dont vient de parler Luc Ferry, les questions de rapport avec la Chine, de questions de construction européenne, c'est d'une complexité absolument inouïe, et nous avons tous besoin, comme citoyens, de nous forger une vision du monde. Donc, il faut bien comprendre que par rapport à cette exigence-là, sur chacun de ces sujets, une vie entière presque ne suffirait pas à comprendre ces thématiques, et nous avons l'exigence de nous forger une vision du monde. Donc, il faut aussi comprendre l'extrême tentation, l'extrême séduction de faire appel à des scénarios simples, déjà construits, déjà formulés, des scénarios d'explication, de lecture du monde qui rendent ce monde un peu lisible. Donc j'allais dire, je ne trouve pas des circonstances atténuantes au complotisme ou à la logique de guerre, mais le complotisme est un formidable scénario qui permet de tout expliquer en bossant pas. C'est-à-dire c'est une forme de dopage intellectuel où à moindre coût, vous expliquez tout. Et moins il y a de preuves, plus ça marche. Puisque moins il y a de preuves, plus ça prouve que le complot est puissant. Ça veut dire que le complot sait bien cacher ses preuves. Et quand vous discutez avec un complotiste, comme vous l'avez fait, dans un premier temps, ce complotiste va dire vous êtes naïf, et dans un deuxième temps, il va vous dire vous êtes complice. Donc ça atteste la réalité du complot. Je vous interromps une seconde. Qu'est-ce que vous entendez par complotisme? Le complotisme, c'est l'idée que de tout raccrocher à une seule cause. Mais on pourrait dire en certains temps que la religion est une forme de complotisme. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a un créateur du monde qui explique absolument tout et tout sera plat. Donc d'une certaine façon, c'est l'idée de tout rapporter à une cause unique, tout ce qui arrive. Vous glissez sur une peau de banane le matin, c'est une logique de complotisme. Donc c'est ça. Alors, voyez en quel sens c'est un facteur d'explication extrêmement satisfaisant parce que, au fond, ça nous rassure. Le fait qu'il y ait un complot, c'est formidablement rassurant. Ça veut dire que ce monde qui nous échappe, eh bien, on a un tout petit peu de maîtrise. Alors ça, c'est un premier scénario. Puis un deuxième scénario qui a beaucoup d'efficacité aussi, qu'on évoquait un peu hier, c'est celui de la guerre. C'est-à-dire de dire, dans le monde, il y a des gentils et des méchants. Évidemment, nous, on est toujours gentils. C'est les méchants, c'est les autres. Et donc, d'expliquer la lutte des classes, la lutte des races, la lutte des générations, la lutte des sexes, la lutte des civilisations, la lutte des territoires. Enfin, vous pouvez choisir votre camp, choisissez votre guerre, il y en aura toujours une. Et ça aussi, le mode binaire ou le mode unique permettent d'expliquer. Et la grande difficulté, c'est que, voilà, on est tous citoyens, on a envie de comprendre le monde, c'est très compliqué, on sait qu'on n'y arrivera pas, c'est presque un temps complet, et face à ça, ces scénarios sont séduisants. Et le drame pour la vie démocratique, c'est que l'espace public, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est-à-dire que pour nous, c'est tellement évident là qu'on ait la possibilité de discuter, d'échanger des idées, peut-être d'être en désaccord, qu'on oublie le caractère absolument structurant de la vie démocratique. Au fond, en démocratie, le peuple a trois visages. Vous savez, ce peuple qu'on cherche tout le temps et qu'on ne trouve pas. Le peuple, c'est d'abord les gens qui vivent ensemble. Ça s'appelle le vivre ensemble, côte à côte ou face à face. Mais évidemment, cette société-là ne suffit pas pour faire un peuple. Pour qu'il y ait un peuple en démocratie, il ne suffit pas de vivre ensemble, il faut aussi vouloir vivre ensemble. Et ça s'appelle l'État, c'est-à-dire la volonté de vivre ensemble, la vivre en commun. Donc souvent on dit il faut défendre le vivre ensemble. Vivre ensemble, on y arrivera. Il faut défendre surtout le vivre en commun. C'est ça qui est important. C'est le désir de vivre ensemble. Et puis, ça suffit pas encore pour faire une vraie démocratie. Il faut pas simplement de la société et de l'État. Il faut aussi de l'espace public. C'est-à-dire, il faut discuter ensemble de la manière dont on veut vivre en commun. Et il faut ces trois dimensions dans une vraie démocratie. Et le grand drame de cette situation dans laquelle on est, je pense qu'on peut l'aborder avec disons, prudence et optimisme. C'est-à-dire que notre espace public a été gravement déstabilisé, notamment par les réseaux sociaux. Pas uniquement, mais par toute une série de bouleversements qu'il va falloir apprivoiser petit à petit. Ces bouleversements sont des bouleversements technologiques. J'en cite trois et puis après j'arrête, mais voyez en quel sens les technologies sont toutes porteuses d'idéologie. En fait, ces technologies sont pas neutres. Quand vous êtes sur le monde de l'Internet, l'Internet c'est les réseaux, le réseau. Fondamentalement, cette idée de réseau est une idée assez géniale, mais qui n'est pas démocratique. Elle est anarchiste.
Un réseau, c'est un ensemble d'horizontalité qui fonctionne sans organe central. Donc, ce qui est à l'origine de l'Internet, c'est une sorte d'idéal anarchiste. C'est pas démocratique. La deuxième technologie, c'est le web. C'est-à-dire, une fois que vous avez votre réseau très matériel, vous avez comment on se débrouille, par quelles applications on va trouver l'information. Ce web-là, c'est-à-dire par exemple les moteurs de recherche, n'est pas non plus démocratique, il est aristocratique. C'est le plus cliqué, ou quand on n'est pas plus cliqué, le plus choisi, c'est on peut payer pour se faire référencer. C'est une forme d'aristocratie. Donc l'Internet, c'est anarchiste, le web, c'est démocratique, et il y a une troisième couche qu'on appelle le web 2.0, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ça c'est communautariste. C'est-à-dire que vous avez vos amis qui sont tous d'accord avec vous, et puisque tous vos amis sont d'accord avec vous, que vous croyez naïvement que le monde entier est d'accord avec vous, donc dès que vous voyez un désaccord, vous dites les gens sont fous. Donc anarchisme du web, anarchisme de l'Internet, aristocratisme du web et communautarisme des réseaux sociaux, en fait, aucun n'est favorable à la démocratie. Et donc il va falloir que la démocratie apprivoise. C'est possible, hein, il y a toute une série de réponses possibles, il ne faut pas dramatiser à outrance, mais cet espace public et son trésor est gravement déstabilisé par ces technologies, et il va falloir effectivement trouver des réponses. Naïvement, je termine avec ça, il y a 4-5 ans, on pensait encore, et c'est idéal, que l'Internet allait faire en sorte que, enfin, la démocratie directe allait arriver, qu'on allait faire un forum général, qu'on allait tous discuter ensemble, qu'on allait pouvoir voter en direct, surtout. C'était enfin la démocratie directe, on allait retrouver l'ecclésia athénienne, ça a été formidable. On s'aperçoit, en effet, depuis maintenant peut-être un peu plus de 5 ans, qu'en vérité, ces technologies sont extraordinairement favorables, sur toute une série de choses, et en même temps potentiellement très dangereuses, en ce sens qu'elles déstabilisent ce trésor essentiel de la démocratie qu'est l'espace public. Merci. On va poursuivre. Merci beaucoup. On va poursuivre avec vous, Gérald Bronner. Au début de l'année, on se souvient tous de ce qui s'est passé au Capitole à Washington. Et on a accusé Trump d'être derrière, d'avoir poussé ces attaques au Capitole. Il y a eu une décision qui a été prise par les différentes plateformes numériques, c'est de le retirer, de l'exclure de Twitter. C'était 89 millions de followers sur Twitter. Et du jour au lendemain, il a disparu en fait des réseaux sociaux. C'est une décision qui a été prise par les réseaux sociaux, par les dirigeants des réseaux sociaux. C'est à eux de faire cette régulation. Quand on regarde aujourd'hui ces différentes plateformes, comment arriver à réguler sans entraver en fait ce qu'on peut considérer comme étant aussi une liberté d'expression? Ouais, ben là, c'est vraiment la question centrale, parce que quand on parle de réguler un marché de l'information, il ne faut pas oublier, et Pierre-Henri l'a bien rappelé, que l'information, c'est aussi important dans une démocratie que l'air qu'on respire et l'eau qu'on boit. C'est donc le cœur nucléaire, si je puis dire, de la vie démocratique que l'information, car le citoyen est censé, je dis bien est censé, être éclairé au moment où il vote, c'est-à-dire où il délègue une partie de son pouvoir, pour les démocraties représentatives. Donc il est évident que les perturbations du monde de l'information sont de nature à très profondément perturber la vie démocratique. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une possibilité en tout cas qui pointe très clairement à l'horizon. Et les événements du Capitole nous ont tous marqués et sidérés, non pas par leur ampleur, je dirais, quantitative, parce que dans le fond on parle de quelques centaines d'individus, mais parce qu'ils faisaient la démonstration, pour le cas où certains en doutaient encore, que les lubies de la vie numérique étaient tout à fait en capacité de s'incarner dans le vrai monde, si je puis dire. Bon. Et malheureusement, en période de pandémie, etc., on en a eu bien d'autres exemples. Mais là, on était face à une proposition politique carnavalesque, j'ai envie de dire. Les gens étaient d'ailleurs déguisés. On se souvient du chaman de Quanon, avec ses cornes, etc. Et il y a plusieurs choses intéressantes. Une des choses qui était très intéressante, c'est d'abord qu'ils ont réussi à prendre physiquement le Capitole. Ce qui montre que les démocraties, en tout cas dans leurs institutions physiques, peuvent être provisoirement fragiles. Et puis deuxièmement, une fois qu'ils l'ont fait, ils ne savaient pas quoi faire. Ils se sont pris en photo, ils ont pris des selfies, etc. Et ils manifestaient là l'existence d'une rage sans objet, d'une colère sans narration politique.
Mais il n'est pas écrit dans le marbre que cette colère-là n'aura jamais de narration politique. Cette narration politique, elle commence à poindre, elle commence à se proposer, et il est vrai que le conspirationnisme est une des narrations politiques qui propose à cette rage de s'incarner d'une façon ou d'une autre. Alors évidemment, quand on voit ces excès, et les États-Unis ne constituent pas une exception, car en France, vous le savez sans doute, l'enlèvement de Mila, par exemple, ou d'autres attentats qui ont été empêchés de peu par les services de renseignement en France, qui font quand même un travail remarquable, entre parenthèses, étaient le fait de groupes qui étaient imbibés de conspirationnisme, surtout à l'extrême droite, là en l'occurrence, mais on pourra en trouver aussi à l'extrême gauche. Et donc, il faut se rappeler sans cesse que cette menace potentielle qu'on voit poindre dans le monde numérique, elle n'a pas pour vocation à demeurer dans le monde numérique. À un moment donné, elle peut perturber le jeu des urnes, voire le jeu de la violence politique. Il reste que modérer cela, réguler ce marché, c'est tout à fait dangereux dans le monde démocratique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je vais même vous dire l'inverse, je pense qu'il faut réguler, mais il faut le faire avec beaucoup d'attention. La forme la plus brutale de la régulation, quelle est-elle ? C'est celle que vous avez mentionnée, c'est-à-dire la déplatformisation. En d'autres termes, la censure d'un compte. On retire un compte et on le retire à vie. C'est un peu l'acte le plus brutal qu'on peut faire. Et en effet, je n'ai pas de réponse à cette question, mais on peut se demander si les grandes plateformes numériques, comme Twitter en l'occurrence, ont la légitimité politique pour retirer le porte-voix de quelqu'un qui était président des États-Unis, la première puissance mondiale quand même. Encore pour quelques temps, peut-être pas pour très longtemps, mais peu importe. Ont-ils la légitimité politique en tant qu'entreprise privée ? Moi, ça me pose problème en tant que démocrate. Mais d'un autre côté, si je raisonne de façon conséquentialiste seulement, c'est-à-dire je vois les conséquences de ce que cela produit, ça marche. La déplatformisation, ça marche, c'est-à-dire qu'un peu partout, il n'y a pas que Donald Trump qui a subi ça, bien avant, quelqu'un qui s'appelle Alex Jones, dont vous vous souvenez peut-être plus du nom, mais c'est un grand pourvoyeur de théories du complot. Eh bien, plusieurs études scientifiques ont montré que lorsqu'on déplatformise ces individus, ils perdent beaucoup en influence. Non seulement eux perdent en influence, mais même leur soutien. Les propositions de leur soutien deviennent de moins en moins virales. Et donc, on obtient un résultat positif si le but visé est de réduire le nombre de fake news. Et d'ailleurs, le retrait du compte de Donald Trump a effectivement réduit, en tout cas provisoirement, considérablement le nombre de fake news sur Twitter. Seulement, voilà. On a pu observer aussi que ces groupes se reconstituaient donc en plus petits, si je puis dire, mais notamment, par exemple, sur Telegram, sur des messageries cryptées, et ils en deviennent d'autant plus dangereux en termes de violence politique. Puis, autre mauvaise nouvelle, ou en tout cas, puisqu'on parle de l'avenir de cette situation qui peut nous faire réfléchir, c'est que Donald Trump a annoncé, je pense que vous l'avez tous vu, pour janvier, donc c'est pour demain, la création d'un réseau social, Social Truth, je crois qu'il est toujours aussi culotté, hein, Donald. Ok, donc Social Truth. Et ce qu'on peut craindre, c'est que pourquoi jusqu'à présent la déplatformisation, ça a marché ? Ça a fonctionné pas parce que tout simplement, ce que j'appelle dans un récent édito du Point l'effet restaurant, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie, pardon s'il y a des restaurateurs dans la salle, mais vous avez sans doute connu cette cruelle loi que même si votre restaurant est très bien, s'il est vide, ça va n'attirer personne en fait. Personne n'a envie de rentrer dans un restaurant vide. C'est un peu cruel, mais c'est comme ça. On rentre s'il y a déjà des gens. Bon, pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Personne n'a envie d'aller sur un autre réseau social alternatif s'il a l'impression qu'il va s'isoler. Mais s'il y a bien une personne dans le monde de la post-truth society qui peut-être, je ne fais pas de prophétie, j'en sais rien, mais qui a peut-être le volume de visibilité pour créer une vraie alternative, c'est Donald Trump. Vous avez rappelé 89 millions de Twitter. Je ne dis pas que c'est des 89 millions de fans, mais en tout cas, il a une visibilité qui peut en effet occasionner le désir d'aller sur un réseau alternatif. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui va se produire ? Eh bien, si c'est le cas, ça sera peut-être un des événements le plus importants de 2022, parce que ça confirmera la fracture du socle épistémique de la société américaine. Pierre-Henry disait que pour faire société, oui, il faut être ensemble, mais on peut vivre dans la même société en ne vivant pas dans le même monde. Et ce qu'on observe un peu partout, c'est des formes de sécession intellectuelle. Nous vivons dans la même société, mais pas dans le même monde. Aux États-Unis, le monde des médias conventionnels est déjà fracturé. Les médias républicains ne citent presque plus jamais les médias démocrates et réciproquement. En France, heureusement, on n'en est pas là. Le Figaro peut citer Libération, le Figaro réciproquement. Bien sûr, ce sont des journaux qui sont
connotés éditorialement, qui ont leur sensibilité éditoriale, mais du moins on ne fait pas comme si on n'habitait plus dans le même monde. Or, sur les réseaux sociaux, des endroits où on s'embrouille beaucoup, on se dispute, etc., c'est entendu, mais au moins on discute encore. Si on se sépare dans des mondes différents, alors on va vraiment confirmer, d'ailleurs, cette prophétie, enfin cette annonce plutôt qu'avait fait, vous rappelez-vous, la conseillère de Donald Trump, au moment où elle affirmait qu'il n'y avait jamais eu autant de monde pour célébrer un président, lors de l'élection de Donald Trump. Puis photo à l'appui, c'était pas très dur. L'élection précédente, il y avait déjà eu beaucoup plus de monde pour Barack Obama, peu importe. Mais enfin, si, alors, face à cela, plutôt que de dire bon, bah oui, bah, je me suis trompé, non, elle a dit ce sont des faits alternatifs. Donc ça veut dire que c'est le réel qui est attaqué directement. C'est la réalité qui est attaquée directement. Et donc, quand on s'interroge, et je m'arrêterai là pour pas être trop long, sur la régulation, ce qui fait peur, c'est que cette régulation nous prive de nos libertés. Mais l'erreur de raisonnement dans cette crainte, c'est qu'il y a déjà une éditorialisation du monde de l'information. Pierre-Henri le rappelait, il y a trop d'informations pour que nous puissions traiter ça par notre seul cerveau. Même si notre cerveau est un outil formidable, 1 million de milliards de connexions, c'est l'outil le plus complexe de l'univers connu, dans une petite boîte crânienne. Bon, on n'en use pas tous de la même façon, d'accord ? Mais enfin, tout de même, c'est un outil fabuleux, mais malgré cela, nous sommes incapables de traiter le déferlement d'informations qui caractérise notre contemporanéité. Songez, par exemple, que dans les 2 dernières années, nous avons produit 90% de l'information disponible sur la Terre. Donc il y a une progression géométrique de cette information. Elle n'existe pas de façon uniforme. Elle est éditorialisée. Auparavant, elle était éditorialisée par des gens comme vous, par des gens comme moi aussi, donc pas des journalistes ou des universitaires, des intellectuels qui essayaient de mettre de l'ordre, qui proposaient des narrations, ou les politiques, bien entendu. Enfin, il y a pas mal d'acteurs qu'on appelait les gatekeepers en théorie de la communication. Aujourd'hui, ils sont toujours là, mais leur puissance d'éditorialisation, elle a baissé. Alors vous allez me dire, bon, alors du coup, c'est bien. Alors je dirais pas tout à fait que c'est l'anarchie, même s'il y a quelque chose effectivement d'anarchiste dans le réseau. C'est qu'il y a une éditorialisation, et c'est ça le danger, qui est invisible. En fait, nous nous croyons libres dans l'ignorance des causes qui nous déterminent. Les réseaux qui devaient nous servir sont en train de nous asservir. Alors l'éditorialisation, elle est algorithmique en réalité. Et les algorithmes, eux, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est que pour des raisons de capital économique, de business model de ces grandes entreprises, de ces grandes plateformes, ils cherchent à retenir notre attention et à nous maintenir captifs en quelque sorte, pour convertir cette attention en capital économique. Comme le faisaient d'ailleurs, comme le font les médias traditionnels. C'est la même logique de conversion. Simplement, eux, ils ont des armes de destruction massive pour le faire, ou disons des armes d'attraction massive plutôt pour le faire. Et je m'arrêterai là en vous donnant seulement un exemple qui a été révélé par les Facebook Papers. Mais les autres réseaux, je pourrais vous dire beaucoup de choses sur les autres réseaux. On a découvert, à la faveur des annonces de Madame Hogan, Frances Hogan, donc la donneuse d'alerte de Facebook, dont vous avez sans doute entendu parler, et que nous avons en Europe et en France absolument, il y a une quinzaine de jours, que nous avons entendu à la commission, donc nous avons pu échanger avec elle, et qui nous rappelait par exemple que chez Facebook, vous vous rappelez, il y a des émoticônes, on peut liker un post, mais il y a des émoticônes, colère, cœur, etc. Eh bien, un émoticône colère valait 5 likes. Il y avait une pondération de 5 pour 1. Ce qui veut dire, voilà l'éditorialisation. C'est-à-dire que les messages qui suscitaient de la colère étaient mis en avant sur les réseaux sociaux plutôt que les messages qui suscitaient de l'approbation. Voilà une asymétrie de visibilité. On ne peut pas dire que l'information nous est présentée de façon neutre. En réalité, cette information, elle est sans cesse digérée par des intelligences artificielles qui ne sont pas mal intentionnées. En fait, nous subissons tout simplement de plein fouet les externalités du business model des plateformes. Merci. On va y revenir et on va regarder d'ailleurs quel sera. Tout à l'heure, vous avez parlé du web point 2. On s'interrogera sur le web point 3. Quels seront les déterminants du web point 3 ? Olivier Babot, effectivement, il y a des logiques économiques qui sont à l'œuvre dans cette industrie des fake news. Oui. À mon avis, ce que les envahisseurs du Capitole ont constaté, c'est qu'en arrivant, ils se sont rendus compte que le pouvoir n'était plus là. Et que vous savez, les émeutes qu'il y a eu devant l'Assemblée nationale en 1934, aujourd'hui, s'ils sont malins, c'est pas devant l'Assemblée qu'ils vont, parce qu'ils constateront rapidement que c'est pas ici que les vraies décisions se trouvent et qu'une partie des mécanismes politiques, en fait, tourne à vide. Si on regarde un petit peu l'histoire, on se rend compte que, en fait, l'information a toujours été manipulée. Quand, entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, Darius, qui était le porte-lance en fait du grand roi de Perse, prend le pouvoir,
il va développer toute une narration et il va faire graver ça. Aujourd'hui, on voit ça en histoire de l'art sur le rocher de Beïchotoun en Iran. Il va faire graver toute une narration où il explique qu'il est descendant d'Achéménès et que c'était un grand ancêtre commun au roi d'avant et qu'il a pris le pouvoir de celui qui s'est fait passer pour l'héritier légitime. Mais en fait, c'était un sorcier. Enfin, une histoire complètement abracadabrantesque, mais il le fait graver en 9 langues et pour que tout le monde comprenne bien que c'était ça dont il s'agissait. Quand en 1633, l'Église veut faire taire Galilée, elle fait un procès et puis lui, il ne peut que maugréer, vous savez, en sortant de la salle et pourtant elle tourne, mais de toute façon, l'information était contrôlée. Pourquoi on appelle la grippe espagnole la grippe espagnole? Vous savez que les Espagnols n'ont pas grand-chose à y voir, c'est juste que l'Espagne était l'endroit où l'information était le moins contrôlée et que c'est là que l'information est sortie. Et donc on l'a appelée espagnole parce que vous savez que la grippe espagnole, comme la grande peste du XIVe siècle, ont cette caractéristique très étonnante que sur le moment, les gens ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Contrairement au Covid, on a tout de suite su. Le XIVe siècle, on sait qu'il y a eu la grande peste à cause des trous dans les gens qui écrivaient. On se rend compte que tout d'un coup, c'est plus les mêmes. Et puis on a vu les charniers. Mais en fait, quasiment personne n'en parle. 40% de la population est morte, personne n'en parle. Il y a très très peu, ça se compte sur les doigts d'une main les gens qui parlent en fait de cette maladie. C'était pas un événement parce que effectivement il n'y avait pas du tout les mêmes dynamiques de contrôle de l'information. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, elle est à la fois contrôlée et incontrôlée. Contrôlée évidemment parce que aujourd'hui l'information passe par les grandes plateformes et évidemment ça change complètement parce que ce modèle économique il va avoir un effet sur les dynamiques de développement des informations. Vous connaissez la blague qui circule dans la Silicon Valley, ils disent quel est le meilleur endroit pour enterrer un corps, vous savez? C'est la 2e page des résultats de Google. Parce que personne n'y va jamais. Alors, vous savez, il y a l'image de la caverne de Platon qu'il utilise dans La République. En fait, c'est exactement ça. On a cru qu'Internet, que les moteurs de recherche, par exemple, donnaient la vérité du web. Ils ne donnent pas la vérité du web, ils ne donnent pas la réalité. Il donne au contraire une image de ce qui était déjà une image. C'est-à-dire, il va classer les trucs que, a priori, vous devriez voir en priorité. Et il y a 10, 20 réponses sur les milliards de réponses possibles. Et on peut tout à fait reprendre cette image de la caverne, vous savez, où Platon explique que vous êtes enchaîné à la caverne, vous regardez le fond de la caverne, et derrière, il n'y a que des ombres qui passent, des vraies choses, des essences, n'est-ce pas? Et donc, Platon dit « eidolou, eidolon », vous voyez les images d'une image, en fait. C'est exactement ça, Internet. Alors, on voit ces images, mais selon quelle logique? Les gens que vous voyez en premier, c'est les gens qui ont payé. Alors, déjà, c'est assez simple. Et puis, il y a un autre truc à comprendre très important. Comme vous le savez, vous n'êtes pas les clients de ces grandes sociétés, vous en êtes la plupart du temps la matière première. Ce sont en fait des agences de publicité et leurs vrais clients, ce sont les annonceurs. 95% du chiffre de Google, c'est Alphabet, c'est de la publicité. Et vous savez cette fameuse phrase, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Un jour en cours, je disais ça et une de mes étudiantes a dit de façon tout à fait pertinente, c'est donc pour ça que l'entrée est gratuite en boîte de nuit pour les filles. Elle avait tout à fait compris, mais nous sommes donc le produit de ces endroits. Le produit, c'est quoi? C'est notre attention, c'est le fameux temps de cerveau disponible du regretté Patrick Lelay sur TF1. Donc c'est l'idée qu'il faut qu'on soit le plus longtemps possible sur la plateforme. Ça, parce que ça a 2 avantages. D'abord parce qu'on va vous connaître de mieux en mieux. On vous suit, on sait ce que vous faites. 80% de ce que vous allez regarder sur Netflix vient de l'algorithme de recommandation. 30% de ce que vous achetez sur Amazon vient de l'algorithme de recommandation. Plus on vous connaît, plus on peut vous proposer, plus on peut vous mettre en face d'un monde, d'une proposition narcissique en fait, qui va reproduire exactement ce qui va vous plaire. Plus vous allez passer de temps et plus on va pouvoir vous vendre de la publicité. C'est le modèle économique. Alors le problème en effet, c'est que ce qui nous fait passer le plus de temps, ce qui nous fait rester, c'est évidemment les choses qui vont nous choquer, nous faire nous engager. Et l'engagement, vous savez, on est ému. L'idée d'être motivé, c'est l'idée de motion qu'on trouve en anglais, c'est l'idée d'être bougé. Et ce qui nous fait bouger, on s'en rend compte par exemple sur Twitter, une émotion négative a 37% de plus d'engagement. Voilà. Donc si je tweete « je suis heureux aujourd'hui », ça n'intéresse personne. Si je dis « c'est scandaleux », tout d'un coup, les gens, avant même de savoir ce qui est scandaleux, ils ont envie d'y aller. C'est ce phénomène un petit peu d'effet Larsen, d'ailleurs, informationnel, qui fait que les colères se répondent et s'amplifient, qui a pour conséquence l'occupation du Capitole et tous ces effets d'extrémisation qui sont en fait une sorte de sous-produit
d'un mécanisme qui est fondamentalement économique et dont les plateformes ont beaucoup de mal à sortir parce que ça voudrait dire pour l'instant nier en fait leur modèle économique, nier l'algorithme. Il y en a un seul je discutais avec Arte, avec Bruno Patino qui dirige Arte, et je lui demandais alors il est comment votre algorithme, parce qu'évidemment le problème de l'algorithme c'est ce truc fondamental. Il dit notre algorithme justement quasiment il n'y en a pas, au sens où on va continuer, vous aimez pas des histoires sur les Ouïghours, on va continuer à vous les proposer, vous aimez pas le jazz, on va quand même vous en proposer, on va en permanence continuer à vous proposer plein de trucs qui sont pas censés vous plaire, et là c'est une logique complètement différente. Mais oui, mais Arte ils tirent pas leur argent du nombre de gens qui regardent. Voilà. Merci Olivier Babot. Gérald Bronner, je rebondis sur ces fake news. Paul Valéry disait il y a plus dangereux que le faux, c'est le mélange du vrai et du faux. Et ce qu'on a vu depuis quelques années, enfin en particulier depuis 2 ans avec la pandémie, avec cette crise de la pandémie, c'est un essor considérable de fake news dans le domaine scientifique. Est-ce que là, ça nécessite comment fait-on, alors qu'on est normalement dans un domaine de rationalité, pour lutter contre les fake news dans le domaine scientifique? Est-ce que c'est particulier? C'est une vaste question encore. Effectivement, c'est particulièrement redoutable. Et vous avez raison de le dire en introduction. C'est pas tant la bataille du vrai contre le faux, souvent, que la bataille du vrai contre le vraisemblable. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens, même je dirais l'intégralité des gens quasiment, qui croient ou des théories du complot, qui sont anti-vaccins ou que sais-je, qui croient que la Terre est plate. Prenons même cet exemple radical. Je l'aime bien parce que c'est le plus exotique de tous. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui croient vraiment que la Terre est plate, ce qui est invraisemblable. On les appelle les platistes. Enfin, ils s'appellent comme ça. Bon. Ils se sont réunis en congrès aux États-Unis et ils aiment beaucoup dire qu'ils ont des adeptes tout autour du globe. Et donc, oui. C'est une blague qui ne tombe pas à plat. Absolument. Magnifique. Mais c'est vrai, et en même temps la blague est tout à fait vraie. Donc, ceci dit, blague mise à part, c'est tout à fait troublant. Je propose toujours cet exercice d'aller voir, parce qu'ils ont des sites, les platistes, d'aller voir sur les sites des platistes. Évidemment, je pense pas, j'espère que vous n'allez pas devenir platiste pour autant, mais je pense que ce que vous verrez, c'est que si vous n'êtes pas préparé intellectuellement à répondre à leurs arguments, ça va vous paraître troublant. Vous allez dire, ah oui, c'est vrai, j'avais jamais vu les choses comme ça. Alors évidemment, pour le platisme, on n'est pas en danger parce que la proposition intellectuelle est tellement exotique qu'on a quand même assez peu de chances d'y basculer. En général, quand vous devenez platiste, c'est vraiment le bout d'un parcours, je dirais, de radicalité qui vous conduit là. Mais vous ne commencez pas par devenir platiste. Par contre, vous pouvez commencer à nourrir toutes sortes de suspicions sur tel attentat, par exemple. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la crédulité, elle offre toujours des raisons de croire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut lui donner raison. Mais la crédulité, elle offre des raisons de croire. C'est ce que j'ai appelé dans un livre qui s'appelle La démocratie des crédules, le millefeuille argumentatif. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, lors des attentats de Charlie Hebdo, pendant longtemps, par exemple, le 11 septembre, il a fallu attendre 26 jours pour voir une théorie du complot émerger. Aujourd'hui, c'est 1 heure à peine. Donc là, déjà, la rapidité de réaction, si je veux dire, de la proposition sur le marché d'une proposition crédule, elle est sans commune mesure avec ce qui se produisait il y a une vingtaine d'années. Et le premier jour, il y avait déjà plus de 20 arguments en faveur de la théorie du complot, dans le cas de Charlie Hebdo. Et 4 jours après, il y avait plus de 100 arguments en faveur de la théorie du complot. Ce qui crée une intimidation intellectuelle. Donc c'est du vraisemblable, mais non pas du vrai. Et le temps qu'il faut pour défaire chacun des arguments ne peut concerner que des gens qui seraient militants pour la rationalité. Ce que 99% des gens ne sont pas. Et donc le grand danger de ce qui est en train de se produire, c'est l'asymétrie de motivation. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui sont minoritaires, mais qui sont plus motivés que la plupart d'entre nous. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à essaimer au-delà de leur espace naturel de radicalité. Et peu à peu, l'antivaccination, etc., fait valoir des arguments qui paraissent convaincants. Pourquoi ? Parce qu'ils vont toujours dans le sens des pentes, je dirais, spontanées de notre esprit. Par exemple, il y a des gens qui vous disent « Ah, regarde, tu as vu, il y a de plus en plus de vaccinés en réanimation. Voire même, il y a une majorité de vaccinés en réanimation. Alors, ça prouve bien que le vaccin n'existe pas. Non, ça prouve juste que tu ne sais pas ce que c'est que les taux de base et que tu ne sais pas les appliquer. C'est-à-dire tu commets une erreur de raisonnement, mais qui te paraît logique. Et souvent, les fausses informations, elles tendent la main au fonctionnement spontané de votre cerveau, et puis elles ont un avantage marketing supérieur aussi, c'est qu'elles attirent votre attention. Elles sont surprenantes.
Or, des anthropologues ont pu montrer que dans toutes les versions d'un conte, par exemple le petit chaperon rouge, etc., les versions qui sont le plus virales dans un bassin culturel, c'est celles qui comportent un tiers d'éléments contre-intuitifs pour 2 tiers d'éléments intuitifs. Donc souvent, les fausses informations, elles sont surprenantes d'un point de vue narratif, mais elles sont convenantes d'un point de vue cognitif. Elles ont ce double alliage qui en fait des produits redoutables, puisqu'aujourd'hui, on sait que les fausses informations sont 6 fois plus virales que les vraies informations, par exemple sur Twitter. Et quand on connaît ce chiffre, c'est ce qui explique aussi le travail quasiment impossible de ceux qui essayent de contrôler l'information dans toutes les rédactions. Est-ce qu'il faut arrêter ou est-ce qu'il faut continuer à faire ce travail ? Non, il faut pas arrêter. Là aussi, maintenant, il y a beaucoup de papiers scientifiques qui ont évalué ce qu'on appelle le fact-checking. En fait, il se trouve que ça fonctionne un peu, mais ça fonctionne surtout, sans surprise, sur les indécis. En fait, ce qu'il faut gagner dans cette bataille, c'est pour ça qu'il faut qu'on mouille tous le maillot, en quelque sorte. C'est une forme de militance pour la raison. C'est la rapidité. C'est-à-dire ce qu'on appelle le pré-bunking. Qu'est-ce que c'est le débunking? C'est la démystification d'une croyance. Le pré-bunking, c'est préparer le système immunitaire intellectuel avant qu'elle ne rencontre la croyance. Par exemple, si je vous donne 2-3 exemples. Par exemple, je peux vous dire, je suis à peu près certain que dans les élections qui viennent, là, l'élection présidentielle, il y a des gens qui vous diront, façon Quanon, que les élections ont été truquées. C'est presque sûr. Vous verrez. Surtout si les résultats sont un peu serrés, évidemment. Si les résultats sont très différents, ça mord moins. Et ben, si je vous dis ça, je vous prépare à ne pas croire à cette proposition intellectuelle. Ça, c'est le pré-bunking. Donc, il faut aller très vite. Donc, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas du tout. Et même, c'est l'inverse que ça produit chez ceux qui croient déjà. Donc, les résultats sont ambigus. C'est l'effet boomerang. C'est-à-dire que si vous êtes déjà croyant et que vous êtes confronté à du debunking, de la démystification, vous allez, pour vous rassurer, aller chercher encore plus d'informations qui vont dans le sens de vos croyances. Et vous allez en plus de 30% en partager, n'est-ce pas? Il y a un livre absolument admirable qui explique ça depuis les années 50. Je vous conseille de lire parce qu'on va bientôt le republier au PUF, donc je fais un peu de publicité. C'est pas un livre de moi, donc c'est un livre du grand Festinger et de son équipe, qui s'appelle L'échec d'une prophétie. Et qui montre que même quand une prophétie échoue, les croyants ont assez de ressources pour continuer à y croire. Merci. Pierre-Henri Tavoileau, pendant longtemps, on a cru que les médias, je parle des médias conventionnels, étaient des contre-pouvoirs. Ou en tout cas, ils étaient assimilés, ils étaient perçus comme des contre-pouvoirs. Depuis maintenant quelques années, en particulier avec le développement des réseaux sociaux, les médias sont souvent vilipendés et perçus au contraire comme des instruments de pouvoir. Comme si aujourd'hui le contre-pouvoir était parti sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Est-ce qu'il y a un moyen de récupérer ça? Et au fond, quelle est la tâche? Est-ce qu'il y a une mission aujourd'hui pour essayer de rétablir un peu de crédibilité dans les rédactions? Je parle là des médias plutôt conventionnels. En fait, il y a eu un article de Marcel Gauchet que j'ai trouvé très, très intéressant qui s'appelait « Médias, contre-pouvoir, méta-pouvoir, anti-pouvoir ». Je trouve que c'est un bon résumé de cette fonction. Contre-pouvoir, c'est effectivement, traditionnellement, les médias sont dans une perspective libérale. Hein, le libéralisme, c'est, vous voyez, quand vous avez démocratie, le libéralisme dit pas trop de peuple, mais les représentants du peuple, pas trop de peuple, et pas trop de pouvoir. Démos, kratos. Pas trop de démos et pas trop de kratos. Comment on évite le trop de kratos? C'est-à-dire qu'on fait en sorte que chaque pouvoir soit divisé. Chaque pouvoir est en face de lui un contre-pouvoir, donc c'est pour ça qu'il y a 2 assemblées, 2 législatifs, le Sénat, il y a un exécutif et un législatif, voilà, on divise à chaque fois. Et dans ce contexte libéral, effectivement, les médias sont considérés comme un contre-pouvoir, c'est-à-dire l'idée qu'ils ne sont pas simplement les notaires du pouvoir, ce qui était le cas encore un peu avec le RTF chez De Gaulle, voilà, il fallait noter ce que le pouvoir disait, ils disent on note, mais aussi on critique, on fait regarder les choses un peu différemment. Ça, c'est très juste. De Gaulle lui-même, d'ailleurs, notait que ce pouvoir, ce contre-pouvoir, n'était pas lui-même responsable devant personne. C'est-à-dire que c'était comme disait De Gaulle, des irresponsables qui jugent les responsables. Parce qu'effectivement, les médias sont responsables devant personne. Donc, alors devant leur lectorat un peu, en effet, mais bon, comme leur lectorat en général peuvent être d'accord avec eux. Et donc, il y a un problème de la responsabilité médiatique qui est inscrite dans ce qu'on appelle la déontologie. C'est ce qui fait l'auto-contre-pouvoir de ces contre-pouvoirs. Et puis, il y a une troisième dérive possible que notait avec juste titre, je pense à juste titre Marcel Gauchet, c'est que les médias sont devenus un peu systématiquement aussi, certains
certains, des anti-pouvoirs, c'est-à-dire ce que disaient Gérald et Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon, on est contre. Si vous voulez, le cartésianisme à la française, c'est je pense, donc je suis contre. Voilà. Partons de là, et donc je suis contre l'État dont j'attends par ailleurs tout, et donc il y a une logique d'indignation, d'hostilité. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit « Ah, je suis pour le gouvernement », c'est vraiment juste scandaleux. Enfin, celui a beaucoup de courage. Celui qui dirait ça, c'est le comble de l'anticonformisme, de dire je trouve que le gouvernement, franchement, est très bien. Voilà, parce que le ministre est formidable. Bon. Non, on est spontanément contre. On va contre le maire, contre les conseillers municipaux. Enfin voilà, c'est ça le réflexe spontané. Alors, donc en effet, anti-pouvoir, c'est-à-dire que l'idée, et on le voit, hein, par exemple, Mediapart est de ce point de vue-là une bonne idée, c'est bonne expression, c'est de toute façon, quel que soit le pouvoir, on est contre. Les vrais démocrates, c'est les journalistes au fond. C'est ça l'idée fondamentale de l'idéologie Mediapart, si je puis dire. Le seul les citoyens sont un peu abrutis, comprennent rien. Les politiques sont des pourris. Nous, les journalistes de Mediapart, on est les vrais démocrates. Voilà, les trucs sont clairs. Donc, vous voyez en quel sens c'est à la fois cette question, j'allais dire quelque chose qui relève de la déstabilisation interne et en même temps, je vais y revenir dans un instant, de la déstabilisation externe de la démocratie. Déstabilisation interne, le fact-checking de ce point de vue est quand même très très intéressant et d'une incroyable naïveté quand, par exemple, je repense au débat Zemmour. On demande, Zemmour discute avec Mélenchon, puis il sort quelques chiffres sur l'immigration et on lui oppose un fact-checking de la chaîne. C'est faux. Tel démographe, François Héran, dit le contraire. Donc c'est faux. Juste, François Héran fait partie du débat. C'est-à-dire que c'est pas un démographe neutre, scientifique, il fait partie du débat. Et donc, en fait, le vrai fact-checking n'est pas du tout de dire c'est faux. Je veux dire, le journaliste qui dit aux scientifiques c'est faux ou aux politiques c'est faux, mais quand même, au nom de quoi? C'est de dire, voilà, je vais vous expliquer le débat. Il y a deux thèses, il y a deux argumentations concurrentes. Le vrai fact-checking, c'est pas de dire voilà la vérité. Parce que je veux dire, en 30 secondes, un journaliste, je le défie de trouver la vérité. C'est d'essayer d'organiser l'argumentation. C'est une pratique très belle d'ailleurs qu'on pratiquait à la Sorbonne. Je fais un peu de publicité pour mon université au Moyen Âge, qui s'appelait la disputatio. C'est comme ça qu'on passait le bac à l'époque. À l'époque, le bac c'était pas un exercice écrit, c'était un exercice oral. On faisait venir deux candidats, on leur donnait le même sujet, on tirait à pile ou face, enfin au sort, qui devait plaider pour et qui devait plaider contre. Voilà, le débat avait lieu, et donc indépendamment des convictions de chacun. Et puis à la fin du débat, il y avait un gagnant et un perdant. Le gagnant avait son bac, le perdant ne l'avait pas, mais c'était le bon temps, il y avait 50% de réussite au bac. Voilà, les choses étaient réglées. Bon, il y avait quelques cas d'égalité, mais l'idée est très forte, c'est-à-dire l'idée que dans l'espace public, l'idée c'est pas de dire c'est des connards, je me suis en colère, c'est pas de dire je like, je suis d'accord, c'est de se dire je suspends un peu mon jugement et je pense contre moi-même. Voilà, c'est le principe de base hein, pour les étudiants de philo ici, c'est les professeurs de philo ici, c'est comme ça qu'on apprend la dissertation, c'est-à-dire je suspends un tout petit peu mon jugement et je pense contre moi-même. Et c'est ça la délibération démocratique. Parce que l'espace public en démocratie, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord de la convivialité, c'est le café du commerce. Donc ça, c'est très utile, ça fait du lien. La grande difficulté, c'est aujourd'hui le café du commerce. C'est pas le blanc limé le matin à 8 heures avec des paroles qui vont rapidement passer dans l'oubli. C'est le blanc limé le matin avec des paroles qui sont susceptibles de faire 300 000 ou 400 millions de likes. Ça, une grande difficulté. C'est le café du commerce est devenu mondial. Donc ça, c'est une difficulté. Mais c'est pas ça le cœur de la délibération. La délibération démocratique, celle dont on a besoin, c'est l'examen avant et pour la décision. Donc c'est pas ce qu'on est en train de faire ici. Ici, on est en train de faire un café du commerce particulièrement distingué, élaboré, voilà, mais on n'a pas de décision à prendre. Or, en démocratie, il faut prendre des décisions. Et vous voyez que dès qu'on a une décision à prendre, ça calme beaucoup. Et la décision, c'est pas like ou je déteste. La décision, c'est de dire, non pas qu'est-ce que je dois faire, mais surtout comment je fais. Une décision en politique, c'est jamais entre la bonne et la mauvaise décision, sinon on n'aurait pas besoin de politique, c'est entre la mauvaise et la pire. C'est ça une décision, sinon il n'y a pas de problème. Et donc il faut arriver à évaluer les possibles
à voir les inconvénients de chaque position et ensuite à trancher, ce qui est toujours douloureux, délicat, parce que quand vous tranchez, eh bien, vous aurez toujours à peu près 40% de personnes qui seront hostiles. Et donc, la délibération démocratique, c'est ça qui est en cause dans cette affaire. Et cette délibération démocratique est menacée à la fois par un dérèglement interne, c'est-à-dire effectivement par cette perte de contact, parce que le fait qu'on a des médias qui sont uniquement dans le contre, dans la critique, dans l'hostilité, et par ailleurs aussi, il faut y insister, par nos adversaires au niveau géopolitique. C'est-à-dire que nous avons des adversaires qui profitent de notre espace public totalement ouvert pour déstabiliser notre vie démocratique. Ce que disait Alex Stamos, qui était l'ancien responsable de la sécurité chez Facebook, qui a démissionné après l'élection de Trump, il disait en fait le but de nos adversaires n'est pas tant de faire gagner tel ou tel électeur quand ils envoient des trolls dans les élections. C'est très, très judicieux son analyse. Le but de nos adversaires, c'est de faire perdre confiance aux citoyens des démocraties, dans leur système électoral. Et ça, c'est très facile à faire. Faire gagner tel ou tel candidat pour des élections, on ne sait pas faire. Voilà. On ne sait pas faire, c'est pas possible. Mais en revanche, troller, hacker l'espace public pour faire en sorte que nous, citoyens, nous n'ayons plus confiance, comme disait Gérald tout à l'heure, en disant de toute façon, il y aura des gens qui diront c'est truqué. Ceux qui ont gagné ne sont jamais sûrs d'avoir gagné, et ceux qui ont perdu ne sont jamais sûrs d'avoir perdu. Donc votre système électoral devient douteux. Ça, c'est une déstabilisation. Au demeurant, elle est parfaitement inscrite, elle est inscrite noir sur blanc, cette stratégie, dans les traités stratégiques russes, qui disent c'est formidable, l'espace public démocratique libéral, parce que c'est vachement pratique, on peut faire ce qu'on veut, et aussi par les Chinois. Hein, il y a une très belle enquête qui vient d'être le rapport de l'IRSEM, d'Institut stratégique de l'école militaire, qui vient de paraître, c'est 600 pages de rapport sur les stratégies d'influence chinoises. Là-dedans, aucun problème. Vous voyez qu'effectivement, c'est une stratégie consciente. Dès qu'il y a une hostilité d'un moindre mouvement, si vous voulez, ceux qui défendent la pêche au bigorneau à Cagnes, eh bien, protestent. Il est clair que dès qu'il y a la moindre protestation, vous allez avoir un petit coup de pouce chinois ou russe pour attiser l'affaire, pour que ça fonctionne mieux et que ça déstabilise. C'est de bonne guerre, si je puis dire. C'est parfaitement bonne guerre. Il ne faut pas prendre ça, ils ne sont pas méchants. Ils utilisent effectivement une des faiblesses de la vie démocratique. Donc déstabilisation interne, ça dysfonctionne par des médias anti-pouvoir. Je ne fais pas une critique des médias, si c'est une dimension, et déstabilisation externe par notre espace public fragile, qui est fragile justement aux armes de déstabilisation massive. Merci. Dernière question, Olivier Babot, et ensuite ça sera, vous aurez la parole pour des questions. Olivier Babot, on voit les menaces extérieures, intérieures. Comment on remet de l'ordre là-dedans, et surtout à qui il revient de réguler? On sait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Il y a la commission que préside Gérald Brunner, il y a la Commission européenne, il y a l'Union européenne travaille sur ces sujets-là. Mais à qui revient aujourd'hui d'essayer de remettre de l'ordre? Ça ne va pas être facile. On a un problème depuis le début. Hein. C'est d'abord que la réalité, elle est souvent contraire à l'impression. Par exemple, le fait qu'il y ait une relation entre l'espace et le temps, hein, la relativité d'Einstein par exemple, le fait que la gravité, ça ne soit pas une force, ça soit la conséquence de la courbure de l'espace-temps, eh ben, c'est très difficile à admettre. Voilà. C'est très compliqué à admettre. Et pourtant, c'est vrai. Et donc, l'impression, c'est un petit peu comme vous regardez des statistiques, vous vous dites sur Twitter d'ailleurs, voilà la statistique en moyenne, machin. Et puis le type vous répond, oui, mais moi, j'ai un copain qui, l'oncle de ma femme, machin. Voilà. Et donc, les gens, jugeant évidemment au pas de leur porte, évidemment, ont beaucoup de mal à accepter la réalité. La deuxième idée, c'est que la réalité, elle est malheureusement très souvent grise. Elle n'est pas binaire, elle est entre les deux, c'est ce que je défends dans mon éloge de l'hypocrisie, et que nous, on a tendance à vouloir du blanc ou du noir, parce que c'est beaucoup plus simple. Et ça me mène au troisième gros problème, en fait, et je vais être politiquement extrêmement incorrect, mais on est entre nous, on peut se dire les choses. Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils se règlent forcément, c'est qu'une discussion, un peu comme une classe d'ailleurs, se règle forcément sur le plus petit dénominateur commun cognitif. C'est-à-dire que le plus stupide fait tomber le niveau de la discussion à son niveau. Voilà. Il l'attire comme une sorte de trou noir, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je suis désolé, il y a une courbe de Gauss, si ce n'est des intelligences, au moins des niveaux de culture et de compréhension, mettons, peu importe, qui fait que
on est irrésistiblement tiré vers le bas. Alors, moi je discute avec les gens de Meta, donc ex-Facebook. Vous savez, ils adoreraient que les gens ne fassent que s'échanger des photos de chats. Ils adoreraient. Ce serait tellement plus simple. Ils n'ont pas envie que les gens fassent de la politique. Sauf que la politique, c'est hyper excitant et les gens finissent par en faire. Bon. Alors, ils sont pris entre deux. En fait, ils sont pris dans une injonction contradictoire. Soit ils ne font rien. Et à ce moment-là, c'est le chaos. Et évidemment, les États leur disent, mais faites quelque chose. Allez-y, censurez. Soit, c'est ce qu'ils font en réalité maintenant. Alors, il y a eu des essais. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Twitter au moment des élections américaines. Ils ont fait que vous ne pouviez plus retweeter sans avoir d'abord lu. Et puis maintenant, ils mettent un petit message. Vous voulez pas lire l'article avant de le retweeter ? Et puis je crois que même ils empêchaient de retweeter sans commenter. Commenter, ça demande un investissement cognitif supplémentaire. Ne serait-ce que pour dire « youpi » ou « ouais », c'est scandaleux. Mais enfin, rien que ça fait baisser le taux de viralité. Donc ils ont essayé de faire baisser le taux de viralité, mais on voit bien que c'est un pis-aller, hein, que c'est pas ça qui règle le problème. Alors ce que finalement ils sont pris dans l'autre extrême. Hein. L'autre extrême, c'est censurer, c'est décider eux-mêmes de ce qui est bien et mal, de ce qui est vrai et faux, de ce qui peut être montré, ce qui doit être caché. Et là, ça pose un problème démocratique, à mon avis, énorme. C'est le cas tout récent j'ai écrit un papier, je pense que Figaro sortira bientôt, mais sur le sujet. Qu'on soit d'accord ou pas avec Zemmour, ça n'a aucune importance. Mais l'idée que la candidature, la vidéo de candidature d'un candidat à la présidentielle soit comptée, interdite aux moins de 18 ans, et que du coup elle soit très difficile à voir, alors que par ailleurs, le moindre gamin peut voir les pires vidéos du monde tout en cliquant « oui, j'ai 18 ans, tout va bien », ça pose un problème. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où une partie de la délibération, qu'on le veuille ou non, elle est faite du côté de Palo Alto. Voilà. Je veux dire qu'il faut aujourd'hui qu'on en soit conscient. Alors, qui doit réguler ? Est-ce qu'on a la capacité même de réguler ? Oui, moi je crois encore que les institutions européennes, des commissions évidemment telles que celle de Gérald, ont la capacité de taper du poing sur la table parce que on est dans des rapports de force, et le rapport de force, il est heureusement un peu économique. Nous, alors vous savez, quand on n'est pas à la table des négociations, c'est qu'on est au menu. Bon. C'est un peu le cas de l'Europe. Mais on est quand même un grand marché économique. Donc on est quand même capable de fixer des conditions. C'est même vrai aussi pour le prix du carbone. Je crois que si on est capable de tous s'entendre pour taper du poing sur la table, on peut y arriver. Cela étant, on n'a pas trouvé pour moi, même si à titre personnel je réfléchis à ce qu'on pourrait faire, mais la façon de casser ce problème cognitif, du moins 10 ans cognitif sur le réseau social, en fait, la délibération à plusieurs millions, c'est tout simplement, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Ça marchait, et encore... Souvenez-vous, on dit toujours la Grèce, 5e siècle, c'était formidable. Ils ont fait des conneries à répétition, ce qui s'est toujours très très mal terminé. Ils ont fait des expéditions catastrophiques, ils ont pris des décisions collectives absolument honteuses, et pourtant ils étaient 5000 citoyens, c'était plutôt un peuple d'élite. Voilà. En réalité, la vérité, c'est que la démocratie, c'est très compliqué. Merci Olivier Babot. Il nous reste quelques minutes et on va prendre des questions dans la salle. Je vois plusieurs mains déjà qui se lèvent. Et ensuite devant. Si, il arrive. Bonjour, on vous écoute. Bonjour Monsieur Brunner, Marc-Antoine Momont, je préside une association qui s'appelle Facts, où on essaye de s'attaquer un petit peu aux altérations du jugement et faire pas mal de pédagogie sur la question des fake news et de la désinformation. Vous avez parlé de militantisme de la raison, c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. Quels sont selon vous les publics prioritaires auxquels nous devrions nous adresser ? On nous parle souvent de la jeunesse, de l'éducation aux médias. Est-ce qu'on ne devrait pas également s'adresser à nos aînés qui connaissent aussi pas mal de soucis d'électronisme ? Voilà, quels sont les publics prioritaires selon vous ? D'abord, bravo pour votre travail. Ça réchauffe le cœur de savoir qu'il y a plein de gens qui se mettent en ordre de marche. Et la présence de la commission que j'assume me fait voir beaucoup d'initiatives que je ne connaissais pas. Donc bravo d'abord. Oui, effectivement, il y a des publics qui sont prioritairement à cibler si on entend par là des variables qui prédisent le fait d'endosser certaines croyances fausses. Alors, dans les classes d'âge, j'espère ne choquer personne, c'est plutôt les personnes âgées. Elles partagent beaucoup plus de fausses informations que les jeunes. C'est très surprenant, mais c'est ce que les études montrent. Pardon, là je viens de me rendre antipopulaire d'un coup. Bon, mais n'oubliez pas que ce sont des statistiques, évidemment. Ça ne concerne personne ici dans la salle, ça va de soi. Premièrement. Mais d'un autre côté, un contre-argument à cela, c'est qu'on sait aussi que la contre-argumentation, l'ouverture au débat fonctionne mieux par homophilie.
c'est-à-dire avec quelqu'un qui vous ressemble. Donc je ne vous vois pas bien parce que j'ai la lumière, mais j'ai l'impression que vous êtes assez jeune, monsieur. Donc il y a aussi cet aspect-là. En fait, ce qui convainc le plus, c'est quand quelqu'un contre-argumente sans être porteur apparemment d'intérêt. Premièrement, il faut qu'il soit dénué d'intérêt et sans être porteur de malveillance. Il ne faut pas humilier l'autre intellectuellement, ça c'est un des éléments. Et donc en fait, il faut réussir à constituer une base épistémique d'échange. Voilà, que ça vous inhibe pour rien faire du tout, mais je réponds un tout petit peu à cette... Donc soit on a une stratégie d'aller cibler les variables qui sont prioritaires, soit on a une stratégie de cibler des gens qui nous ressemblent un peu parce qu'on se dit qu'ils nous écouteront plus facilement. Alors, il y avait une question au premier rang, et puis ensuite... Oui, une question à Gérald de Brenner. Vous avez explicité un cas extrême, la déplateformisation, en clair, la suspension d'un compte par un acteur privé. En quoi, peut-être que ça existe d'ailleurs, en quoi cette décision privée ne pourrait pas être susceptible d'un recours ou d'un contrôle, tout simplement par le juge, selon un principe quand même super connu. Premièrement, cette suspension est-elle objectivement justifiée, donc c'est le critère de nécessité, donc il devrait faire une appréciation. Secondement, cette suspension est-elle proportionnée? Est-ce qu'il n'y avait pas des moyens moins attentatoires à la liberté que la suspension? Je ne sais pas, la modération. Et troisièmement, est-elle appliquée de manière non discriminatoire? Pour rebondir sur ce que disait Olivier, ce qui est peut-être choquant dans le cas de Zemmour, c'est pas qu'il y ait écrit interdit aux moins de 18 ans, c'est que ça devrait s'appliquer pour le coup à tous les candidats qui publient des vidéos. Donc finalement, est-ce qu'on n'a pas une solution quand même assez connue, assez simple, qui s'appelle le contrôle du juge selon des principes de proportionnalité, objectivité et non-discrimination? Vous avez parfaitement raison, c'est un des enjeux aussi de défense des libertés individuelles que la question de la modération. Quelle est la légitimité pour la modération? Parce qu'après tout, vous investissez beaucoup de travail dans votre compte. C'est-à-dire quand vous avez 89 millions de followers, ça veut dire que vous avez mis des mois, sans doute, sauf si vous avez une forte visibilité. Et on a là tout à coup un acteur qui est capable de vous sanctionner. Alors oui, il y a des possibilités de recours, notamment depuis 2018 pour Facebook, par exemple. Vous pouvez faire recours, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un argumentaire très, très raisonné que vous comprendrez, parce que souvent, ça crée de la déception. Et puis par ailleurs, ça dépend aussi du droit national. En France, on a une loi de 1881, je crois, qui peut condamner la diffusion de fausses nouvelles si elle est de nature à perturber l'ordre public. Ce qui est quand même assez le cas dans les événements du Capitole, même si du coup, c'est pas le droit français qui s'applique évidemment là-bas. Mais ce sont des affaires que le DSA, le Digital Services Act, va justement examiner. On est dans une zone grise juridique et à la fois morale qui est un des grands enjeux de, je pense, politique contemporaine. Le DSA, c'est au niveau européen, c'est la Bruxelles qui... Et on attend des textes pour 2022. Incessamment sous peu, là, ça va bientôt arriver. Après, il y aura un trilogue, mais grosso modo, on va en savoir plus en début janvier, normalement. Il y avait une question, on vous écoute. J'ai lu quelques papiers sur la force des algorithmes qui se développent de plus en plus et qui permettent d'envoyer des fausses nouvelles à des personnes dont le profil, qui ont envie de lire ces fausses nouvelles parce que ça correspond à leurs opinions, avec ensuite un développement viral. Je voudrais savoir ce qu'il en est à votre avis. Peut-être des exemples sur la vaccination et le djihadisme. Alors, on a une fameuse affaire Cambridge Analytica qui était de cet ordre-là. Donc, c'était effectivement un système de ciblage des électeurs. Alors, c'est du porte-à-porte, voilà, mais à un niveau de puissance démultiplié. Donc, effectivement, il y a ce type de logique où on cible des personnes et effectivement, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, c'est un point très intéressant. On pourrait même, dans une logique dystopique de science-fiction, de se dire, au fond, on n'a plus besoin d'aller voter parce que si on fait confiance uniquement à nos likes et à nos détestations, le réseau social auquel on appartient, c'est avant nous pour qui on va voter. Voilà. Donc, il n'est même plus la peine de se déplacer. Avant même qu'on ait pris notre décision, d'une certaine façon, une intelligence artificielle un peu subtile peut savoir. Donc, vous voyez, on peut avoir un scénario dystopique où les élections sont inutiles à partir de nos petites réactions sur les réseaux sociaux. Eh bien, on peut déduire le vote. Donc, le vote peut être annulé. Alors par rapport à cette situation évidemment extrême, c'est pas un scénario que j'espère évidemment, je pense qu'il y a toute une série de réponses qu'on peut apporter et qui sont, je crois, en cours. C'est-à-dire que par rapport à ces dangers-là, en effet, nous avons perdu la naïveté
encore une fois, cette espèce de fascination à l'égard d'Internet qui existait jadis, où on se disait mais c'est génial pour la démocratie. Oui, c'est génial pour une bonne part, mais c'est aussi très périlleux. Donc il faut avoir les deux ensemble. Donc cette naïveté a disparu, et on le voit avec le fait que par rapport à nos adversaires géopolitiques, qui sont pas forcément des ennemis, hein, il faut pas avoir une vision morale ici, eh bien, effectivement, il faut cesser d'être naïf et avoir mené à égalité des logiques de cyberguerre. Voilà. Donc là-dessus, il faut être très clair là-dessus. Ça fait partie des rapports de force. Le deuxième point, c'est effectivement essayer le plus possible, mais ça, c'est un travail qui est effectivement très long, de faire. Nous avons en France une très bonne loi, la loi de 1881, qui est une loi qui responsabilise les journaux, les médias, la responsabilité éditoriale. C'est qu'un journal est responsable de ce qui est publié sur sa plateforme, si je puis dire. Ben, il faut, d'une certaine façon, aller vers ça. Et le processus est en cours, c'est-à-dire on voit que Facebook de plus en plus essaye de répondre, que les réseaux sociaux essayent de répondre à cette idée de responsabilisation. Alors de manière assez hypocrite, bien sûr, parce que la responsabilité ça va pas très bien avec le business, on est bien d'accord, mais malgré tout, il y a quelque chose qui est en cours sur ce sujet. Puis il y a une troisième dimension de réponse qui est aussi un projet dont on n'a pas parlé, mais c'est l'idée d'une autorégulation des médias eux-mêmes. Parce qu'évidemment, toute régulation extérieure des médias devient une forme de censure. Et donc, il faut envisager le plus possible que ces pratiques de déontologie soient incorporées. Et de ce point de vue-là, il y a des initiatives comme, moi, je trouve assez intéressante celle de Reporters sans frontières et de Christophe Deloire, qui vise à essayer d'imaginer quelque chose comme un label j'allais dire, garantie sans fake news. C'est, vous voyez, comme les andouillettes AAAA. Voilà, c'est à peu près le même principe. Alors, on voit bien la difficulté de la faire, mais je trouve que c'est une initiative intéressante, d'autant que dans l'initiative de Christophe Deloire, c'est connecté. C'est pas simplement de la moralisation, une logique de certification. C'est connecté à du business, c'est-à-dire que certains GAFA ont compris que ça pouvait être intéressant de faire des réductions de publicité, large espèce sonnante et trébuchante, pour des médias qui seraient classés garantis sans fake news. Donc ça peut être, disons, une sorte de cercle vertueux entre la vertu, justement, et les affaires qui pourraient se mettre en place. Alors, il faut regarder ça de très près. Je ne sais pas si Gérald a vu cette initiative et peut en dire un mot. Enfin, son avis, ça m'intéresserait. Mais je trouve que ce type d'initiative peut être intéressant pour dire en sorte que la régulation, peut-être la plus performante, c'est de l'ordre de l'autorégulation. Je ne sais pas si tu as... Un tout petit mot et puis ensuite vraiment, on va devoir... Oui, on a auditionné l'ami de Loire, qui est de longue date. D'ailleurs, j'avais pris langue avec lui. En effet, c'est une initiative très intéressante. La certification pose aussi des problèmes d'externalité négative, mais bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais ça va dans le bon sens. Je pense qu'il est en train de se passer des choses. Je suis pas jusqu'au point de devenir complètement optimiste, mais de toute façon, de longue date, on sait qu'il va quand même falloir engager un bras de fer avec les grandes plateformes, même si c'est vrai, il faut pas non plus, faire des épouvantails, c'est-à-dire qu'elles tentent de prendre un certain nombre d'initiatives, mais tant que les chercheurs n'auront pas accès aux données, on ne pourra pas vérifier la véracité de ce qu'ils nous disent. Car ils nous ont déjà menti. Il ne faut pas oublier ça, il faut rester vigilant. Ils nous ont menti sur leurs données. Et donc la meilleure chose qu'ils puissent faire maintenant, c'est d'ouvrir ces données aux chercheurs pour qu'on puisse contrôler les effets réels de leurs algorithmes. Je ne réclame même pas la transparence algorithmique, moi, mais simplement qu'on puisse mesurer les externalités qu'ils produisent sur des bases raisonnables, qu'on puisse contrôler scientifiquement, et on avancera. Gérald Bronner, en oui ou non, est-ce que vous avez reçu les représentants justement de ces plateformes au sein de la commission? Oui. Voilà. Et on attendra donc les conclusions qui vont arriver en janvier. En janvier, on va lire ça avec beaucoup d'intérêt. Merci. Je vais juste rappeler les ouvrages de nos trois intervenants. Donc Gérald Bronner, vous avez publié Apocalypse cognitive au PUF. Olivier Babot, je prends votre dernier ouvrage, c'est Le Nouveau Désordre numérique, et chez Buchet-Chastel, c'était en 2020. Et puis Pierre-Henri Tavoileau, c'est comment, je prends celui de 2020, La morale de cette histoire, guide éthique pourtant incertain, et c'est chez Michel Lafon. Merci à vous trois, merci pour votre intérêt et bonne continuation.